Coucou Lucie Lucas. Ah, coucou Dorit, tu vas bien? Bah écoute, ça va super et toi? Oui, ça va bien. Je suis trop contente d'être là avec toi, vraiment. Moi aussi, c'est pareil. Bah écoute, je vais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas. Donc Lucie, tu es actrice. On te connaît surtout dans la série Clem sur TF1. Tu joues le premier rôle, donc Clem. Mais ça serait incomplet de te résumer seulement au métier d'actrice quand on connaît tes très nombreux engagements pour l'écologie, en politique, contre les violences faites aux femmes. Et il y en a encore beaucoup. LCI parle de toi comme une comédienne militante. Est-ce que ça te parle? Ouais, je crois. Militante dans le sens où je sais pas vraiment me taire quand quelque chose me gêne. Je trouve on vit dans une société qui est super maltraitante. Moi, j'ai vraiment l'impression d'assister à la mort d'une civilisation qui est très malade. Et donc, à mon échelle individuelle, je me sens connectée vraiment au reste du monde, à tous les autres humains, à tout le vivant, à cette planète. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être une petite excroissance minuscule de cette planète et donc que tout ce qui s'y passe me concerne d'une façon ou d'une autre. Et donc, oui, à ma toute petite échelle, j'essaye d'être actrice de cette vie en fait terrestre. Et quand tu dis que la société est malade, c'est sur quels aspects? C'est quoi que tu constates? Je dirais que cette société est malade parce qu'elle a poussé le concept de la domination des autres, notamment par la violence physique et psychologique, à un point qui est gigantesque, quoi. Et que avec une énorme perversion parce que euh, euh, la violence et les schémas de domination, ça s'infiltre vraiment dans toutes les couches de la société, à tous les niveaux, dans tous les domaines, quelle que soit la culture, quel que soit le pays, la religion, le domaine familial, privé, social, collectif. Je pense que on objectise réifie, je crois que ça s'appelle, énormément le vivant, et qu'en fait, à force de traiter le vivant comme des objets, on est en train de se perdre et on est en train de plus être vivant. C'est hyper profond. Et justement, je sais que la société solidaire, c'est justement tout ce dont tu parles, l'humanité, c'est quelque chose qui te touche beaucoup. Et t'en as parlé pour Hello Planète. Tu as dit justement, il faut une société solidaire, humaine et humaniste. C'est quoi ton bilan actuel par rapport à ça? Est-ce que pour toi, on va vers ça? Est-ce que quand même il y a du progrès, il y a de l'évolution, ou est-ce qu'on s'éloigne de ça? Ouais, alors moi je crois beaucoup au concept du yin et du yang, à l'infiniment grand, à l'infiniment petit, aux situations qui sont miroirs à la fois dans l'intimité du foyer et puis à l'échelle d'une nation. Donc et par rapport au yin et au yang, je pense que il y a des forces qui cherchent un équilibre et pas qu'elles se portent, mais que en fait au fur et à mesure que le côté extrêmement sombre et violent et destructeur de l'être humain s'exprime, en parallèle il y a une espèce de réaction qui se crée aussi, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus tendre, empathique, aussi à la même échelle en fait. Seulement la destruction et la violence en général font beaucoup plus de bruit. La destruction et la violence sur quoi? Sur la façon dont on communique, je dirais, elle se situe où surtout cette violence? Alors la violence, c'est la façon dont on relationne, je pense, dont on se positionne par rapport à l'autre et la façon dont on entre en relation, les liens qu'on va créer en fait. Et pour l'instant, je pense que je sais pas si ça vient d'une immense insécurité, d'un immense manque de confiance ou quoi, mais j'ai l'impression que pour l'instant, on apprend surtout à relationner avec les autres en se positionnant en domination et en essayant de soumettre. Et je pense que ça peut rendre personne heureux, ça. Vraiment. Et tu penses que ça, c'est systémique? C'est quoi? C'est Ouais. l'éducation? C'est
ce qu'on met peut-être dans la tête des petits garçons, des petites filles, ça vient d'où justement ce fait qu'aujourd'hui la communication elle est hyper compliquée entre les gens, quoi. Alors, il y a deux choses. Il y a ce que la culture va mettre dans la tête des petits garçons et des petites filles, et va banaliser énormément. Puis il y a ce qui est très pervers, c'est justement le fait de changer le sens des mots. On est tous persuadés qu'on est en démocratie, or on n'est pas en démocratie. Pourquoi? Parce que c'est pour l'instant la démocratie, c'est une gouvernance partagée dans laquelle tous les membres du groupe peuvent s'exprimer et la décision va être prise collectivement enfin, j'ai pas la définition exacte de la démocratie, mais en tout cas là pour l'instant, quand le groupe s'exprime, il n'est pas écouté. Il y a une notion d'écoute très forte dans la démocratie. Très forte. Je pense que la démocratie ne peut pas fonctionner sans une justice efficace et cohérente et saine, avec des vrais moyens. Et pour l'instant, moi, je trouve que la justice, particulièrement en France, mais je pense à peu près partout, est extrêmement défaillante. Ouais, c'est... Après, si on remonte à l'origine de l'origine, je pense sincèrement que les schémas de domination... En fait, moi, j'ai l'impression que il y a un truc qui a été très malin, c'est qu'on a trouvé comment soumettre... Enfin, le patriarcat, on va dire, les patriarches, ont trouvé comment soumettre le groupe humain sans violence apparente. En hiérarchisant la valeur de chaque chose et de chaque être. Donc, en fait, tacitement, quelque part, et la culture nous inculque que un animal vaut moins qu'un enfant, qui vaut quand même, malgré ce qu'on dit, moins qu'un adulte, qui vaut une femme va valoir moins qu'un homme, une personne racisable va être moins, va valoir moins qu'une personne considérée blanche. Et en fait, cette hiérarchisation tacite permet à la loi du plus fort de régner sans qu'il y ait que tout le monde se foute sur la gueule en permanence. Mais c'est hyper pervers. Et à mon avis, ça vient de la sédentarisation. Parce que je me dis logiquement, en fait, quand on était nomade, tout le monde devait savoir à peu près se débrouiller pour connaître les plantes, trouver sa nourriture, trouver de l'eau, trouver un abri, savoir faire du feu. Je pense que c'était des compétences que tout le monde devait acquérir pour survivre. Et qu'à partir du moment où on s'est sédentarisé, là, on s'est sédentarisé à des endroits où il y avait de la nourriture, des ressources, et qu'on pouvait épuiser. Et donc ça nous mettait dans un stress, dans un certain stress. Et en fait, si le père de famille tape sur la mère chez des nomades, il est probable que la mère puisse se barrer et se débrouiller et s'en sortir. Mais à partir du moment où on est sédentaire et où on perd ce savoir de se débrouiller, d'être totalement autonome, et qu'on mutualise trop en fait les savoirs, enfin les moyens de subsistance, et bien là on devient attaché à un endroit en fait et on ne peut plus partir. C'est hyper intéressant. Donc en fait, il y a la notion de perte de liberté due à la dépendance, voire à l'assistanat. En fait, on est piégé. Je pense. Est-ce que c'est plus propre pour les femmes? Je pense. Moi, ce qui m'a fait comprendre ça, c'est la ferme, c'est de vivre à la ferme. Ouais. Parce qu'en voyant le comportement de mes animaux, à partir du moment où il y a le moindre stress alimentaire, c'est-à-dire où ils sont enfermés dans des enclos, donc ils peuvent pas s'enfuir, ils sont dépendants complètement. Et il y a des périodes où l'herbe pousse moins, où on est un peu moins là, donc on leur donne évidemment toujours à manger, mais il peut y avoir un peu moins à un certain moment. En fait, dès qu'il y a un stress sur la nourriture, c'est dans ma ferme, les animaux vivent ensemble, donc les chèvres avec les poules, avec les chevaux, et en fait, on voit que c'est la loi du plus fort qui se met en place directement dans le cadre de la séquestration, en fait, du fait qu'ils sont prisonniers d'un lieu. Donc peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est ça qui me l'a fait comprendre. Et donc, je suis pas sûre, non, que ça concerne particulièrement les femmes, les hommes, parce que d'ailleurs, en tout cas, celle qui fait la misère à tout le monde, par exemple, dans ma ferme, c'est une chèvre.
Ok, on adore l'anecdote. Je veux tout à fait agir au futur que tu veux pour tes enfants. T'as dit quelque chose pour Gala à ce sujet. Je veux que mes enfants évoluent dans un monde enviable. C'est quoi un monde enviable pour toi et comment on peut faire pour y arriver? Un monde enviable, pour moi, c'est un monde qui donne envie de sourire quand on y pense, dans lequel on va se sentir en sécurité, donc physique, mentale, où on sait que on va pouvoir accéder à nos besoins vitaux. Les besoins vitaux, ça va être pouvoir dormir sereinement, pouvoir manger sainement, pouvoir boire une eau propre, pouvoir respirer un air pur. Ça va être ne pas avoir peur de se faire attaquer, peur pour sa vie, et être confiant dans le fait qu'on va pouvoir se défendre, qu'on peut se gérer, qu'on est autonome. Et et aussi, je pense que dans les besoins vitaux, il y a vraiment un besoin, il faut qu'il y ait des espaces pour la contemplation, la création, la créativité, le fait de faire des choses ensemble, en groupe, la communauté aussi. Moi, je pense que c'est vital, en tout cas pour l'humain. Peut-être que je me trompe aussi, mais voilà. Et donc, un monde enviable pour mes enfants, c'est un monde où ils se sentiraient libres d'être eux-mêmes, où ils se sentiraient en capacité de pouvoir se respecter les autres et de respecter leurs besoins et de s'épanouir en fait et de pouvoir toujours chercher à grandir, voilà, à évoluer en fait, parce que c'est le principe de la vie. Moi, je pense la vie c'est du mouvement. Sans mouvement, il n'y a pas de vie, et donc le mouvement c'est le changement aussi, et donc il faut être en capacité d'évoluer toute sa vie. Sinon, c'est un peu triste. C'est l'adaptation et c'est aussi beaucoup de libre arbitre. Du coup, c'est leur laisser justement, on parlait de liberté, une grande part de liberté pour se trouver eux-mêmes. Absolument. Et tout à l'heure, tu as parlé de contemplation. Ça me fait penser que j'ai interviewé Éric Larchevêque qui a dit quelque chose à ce sujet et ça m'intéresse de savoir du coup si tu vas dans ce sens-là. Il disait un petit peu la même chose, qu'il fallait s'ennuyer. C'était très très important de s'ennuyer dans la vie, de prendre le temps justement de contempler les choses et de ne rien faire pour justement arriver à créer, arriver à trouver son chemin, et qu'aujourd'hui on ne sait plus s'ennuyer. On a peur de sa propre compagnie, on a peur de rien faire. Est-ce que ça fait partie aussi peut-être de ce schéma de vie que tu trouves entre guillemets idéal, le fait de ne rien faire, s'ennuyer et justement contempler quoi? Je pense que c'est fondamental. Je pense que le siècle qu'on a vu passer là, il est fou, complètement fou en termes de progrès, en termes d'évolution technique et sociale, parce qu'il y a eu les congés payés, parce que les gens ont eu du temps pour se reposer, pour dormir, pour contempler, pour ne rien faire, pour réfléchir. Et peut-être que je me trompe encore une fois, c'est mes analyses à moi, mais je trouve que bon voilà, la coïncidence est un peu énorme. Et oui, je pense que c'est vraiment très très important de prendre le temps. C'est le principe de la méditation aussi. C'est quand tu médites, tu fais le vide en toi et tu laisses venir ce qu'il y a à venir. Et c'est une façon aussi de faire preuve d'humilité en se disant on fait partie d'un tout et qu'on n'a pas à tout contrôler, à tout commander, à décider de tout, mais que faisant partie de ce tout, c'est important de s'y connecter et de voir en quoi on peut être relié. Et ça, c'est beaucoup plus l'inconscient que le conscient qui va le dire. Donc, si on laisse pas de l'espace pour que l'inconscient s'exprime, il peut pas s'exprimer. Et pour qu'il s'exprime, il faut faire du silence, du calme, contempler, encore une fois, parce qu'en plus, on vit quand même dans un monde de fous. C'est-à-dire que oui, il y a des horreurs partout, et en même temps, la nature est d'une beauté à couper le souffle. Donc c'est pas très difficile de trouver un endroit à contempler et auquel se relier, et voilà, et encore une fois laisser venir ce qui vient, et en général c'est des choses très fortes qui viennent. Et tu arrives toi à lâcher prise justement, à pas tout contrôler, à avoir des moments de break où tu te dis, t'as parlé de la méditation par exemple, là j'accueille les énergies, j'accueille les émotions alentour et je me ressource. T'arrives dans ta vie de girl boss à 200 à l'heure à le faire quand même? Ouais, mais surtout depuis qu'on a déménagé à la ferme. Parce que c'est vrai que jusqu'à il y a 6 ans, c'était quasiment impossible. Et d'ailleurs, j'enchaînais les burn-out tout le temps. Je devenais folle, franchement. C'était très, très dur. Et en fait, donc il y a 6 ans, on a déménagé en Bretagne, en pleine campagne.
Et ça a apporté vraiment un énorme équilibre. Justement, on parlait d'yin et yang. Il me fallait bien ça pour compenser la folie de mon activité de comédienne et de militante. Et donc, du coup, voilà, chez nous, à la campagne, c'est comme un sanctuaire vraiment. Et dès que j'arrive là-bas, je me relie aux arbres, à la nature, qui fait énormément de bien en plus, hein, parce que je veux dire, c'est pas que psychologique, c'est aussi, c'est biologique, c'est physique. C'est-à-dire que dans la terre, il y a des micro-organismes que si on les respire, vont nous permettre de développer certaines hormones de bonheur et d'apaisement. Donc c'est de la physique chimie, hein. Et donc ouais, heureusement que j'y arrive maintenant et de plus en plus. Et d'ailleurs, tu vois, avec mon mari, quand on se dispute, en général maintenant, on s'arrête assez vite et puis on part se promener, chacun de son côté. Et en fait, ça tout redescend, on se calme et après on peut arriver à se parler aussi beaucoup mieux, tu vois. Ça désamorce. Ça désamorce de fou. Et tout à l'heure, tu parlais de tes burn-out. On parle beaucoup de burn-out militant pour les personnes engagées. Tu as bien dit que toi, ça t'a presque sauvé, hein. Ça t'a beaucoup aidé de partir justement dans ces 27 hectares, dans ce domaine que tu as maintenant en Bretagne. C'est une ferme pédagogique en permaculture, hein, pour être plus précis. Mais est-ce que ça te parle, cette notion de burn-out militant? Quand on est aussi engagé que toi sur tous ces sujets-là, c'est quoi qui t'a déclenché le burn-out? C'est le pro, c'est les engagements, c'est un mélange de tout? C'est vraiment difficile de savoir. Très honnêtement, c'est vraiment difficile parce que c'est une conjoncture de plein de choses. Je dirais que c'est la maltraitance, encore une fois, sociétale qu'on vit, parce que il y a une vraie maltraitance au travail. Et encore, moi, je suis très privilégiée parce que d'abord, je fais partie du corps des comédiens sur un plateau de tournage, donc on est toujours quand même traité avec plus d'égard et d'attention que le reste de l'équipe en général. Alors on est en train de s'équilibrer quand même, mais il y a quelques décennies, c'était un délire. Hein. C'était des dieux et puis les autres. Bon bref. Maintenant, ça change, mais on essaye justement de remonter le niveau de traitement du reste de l'équipe. Mais donc, je restais privilégiée. En plus, personnage principal, on est encore plus privilégié dans le sens où il y avait vraiment cette culture pour que l'acteur ou l'actrice puisse donner toutes ses tripes et vraiment aller dans des extrémités assez fortes émotionnelles. Il fallait qu'il y ait une bulle autour de nous et qu'on soit préservé des questions politico-financières qui se passaient sur le plateau. Donc on était préservés. Mais malgré cette préservation, le monde du travail est devenu vraiment, enfin en tout cas il l'est en ce moment, tout à fait maltraitant. Et donc même en tant que comédienne, je faisais des journées qui étaient monstrueuses de travail. Vraiment, et je ne pouvais pas manger correctement, je ne pouvais pas dormir correctement, et donc en fait, c'était une vraie souffrance. Mais en plus de ça, dans le côté militant associatif aussi, par exemple, donc moi pareil, je reste privilégiée parce que je suis un peu un porte-voix, donc on fait attention à moi, mais je vois bien qu'il y a beaucoup de militants avec lesquels je travaille qui font des burn-out militants, en effet, parce que on essaye de changer le monde. Mais on garde les méthodes pourries qu'on a appris pour faire tourner le monde. Donc ça marche pas. Il y a un moment où ça manque vraiment de cohérence. Et tu te sens pas écoutée en fait. Quand tu portes ces messages en tant que militante, c'est peut-être ça aussi qui pousse à bout les militants jusqu'au burn-out, c'est de se dire en fait on veut faire évoluer les choses, on nous entend pas. Alors il y a ça. Clairement, il y a le fait que on investit énormément d'énergie, souvent d'argent aussi, d'énergie, de temps. Pour faire entendre une cause et qu'en général on n'est pas entendu ou absolument pas à la mesure de ce que ça représente. Donc ça c'est épuisant, puis c'est pas une fois, c'est des dizaines et des dizaines de fois et depuis des décennies. Donc c'est vraiment très très fatigant. Il y a aussi ce truc on n'est pas assez nombreux, on n'est pas du tout assez nombreux à prendre en responsabilité les problèmes sociétaux qui nous affectent tous, notamment écologiques et sociaux, et donc on manque de relais. C'est un peu toujours les mêmes qui sont au front. Et en fait, au bout d'un moment, ces personnes-là, elles craquent. Si on ne respecte pas le cycle logique, biologique, encore une fois, de action-repos, et qu'on est tout le temps dans l'action,
le corps, à un moment, il dit stop, par pitié, stop. Et c'est vrai que je parle de maltraitance dans le milieu militant aussi parce que les responsables des associations, parfois, ne font pas du tout assez attention aux limites biologiques et psychologiques de leurs militants. Et sous prétexte que, si c'est pas toi qui le fais, ce sera personne. On grille les gens, en fait. Et on va finir par les dégoûter. Et alors qu'on a besoin de beaucoup plus de monde. Donc, il y a un truc qui ne marche pas. Mais tu le fais pourquoi? Parce que on le sait, enfin, t'es vite vue comme entre guillemets une emmerdeuse, hein. Quand tu t'engages sur certains sujets, ça peut même te fermer des portes dans des partenariats que tu peux faire. T'es créatrice de contenu par exemple pour Ilek, tu vas peut-être d'autres marques n'ont pas voulu bosser avec toi en se disant elle est trop engagée. Peut-être ça t'a fermé la porte dans certains films, certaines séries. C'est des choses forcément en tant qu'actrice auxquelles tu penses. Qu'est-ce qui te donne envie de supporter toute cette merde, cette charge mentale et les conséquences aussi sur ta carrière avec tout le temps que ça te prend? Parce que moi, j'adore tes stories, je te suis sur Insta, tu postes beaucoup, tu relais beaucoup d'informations, c'est énormément d'énergie. Ouais, ça, je limite un peu maintenant, je limite un peu Insta parce que ça me bouffe beaucoup d'énergie. Puis surtout, c'est difficile de pas se laisser prendre. Mais il y a Insta, il y a tout ce que tu fais à côté, mais en tout cas, tu relais beaucoup, tu vois beaucoup, c'est énergivore. C'est très énergivore, ouais, c'est... Pourquoi? Justement, tu vois, la dernière fois qu'on m'a posé cette question, j'ai répondu, tu me parles de déclic et tout ça, moi je vais te parler d'agression, en fait. En fait, j'ai subi des agressions depuis toute petite, dans un peu tous les milieux, à la fois familial, l'école. Alors pas familial, mes parents, je précise, parce que je veux pas qu'on pense que mes parents n'ont pas été absolument aimants, mais ni mes frères d'ailleurs, mais voilà, un peu plus large de la famille, à l'école, beaucoup dans les activités extrascolaires. Et en fait un peu toute ma vie. Et du coup, moi j'ai ressenti une immense solitude. J'en ai parlé un petit peu, mais rien n'a changé. Donc du coup, très vite, je me suis dit que ça servait à rien, que j'étais seule avec moi-même et qu'il fallait que je me débrouille. Et même si je l'ai accepté et que j'avais l'impression de surmonter cette solitude, je pense que quand même, elle m'a rendue très triste. Ça m'a fait un gros chagrin. Et que donc quand je voyais des gens autour de moi dans une détresse, dans une solitude par rapport à leur détresse, j'avais vraiment ce réflexe de dire, t'es pas tout seul. Tu vois. Et donc je pense que ça part quand même pas mal de là. Après, il y a aussi ce truc de, je sais pas, mais moi j'ai l'impression d'être un peu un bol tibétain qui résonne de tous les dysfonctionnements, on va dire, les désaccords, comment on dit, les dissonances, merci, de toutes les dissonances en fait, et qu'en fait je ne suis pas bien si ça dissonne trop autour de moi. Donc j'ai besoin, pour ma paix intérieure, pour me sentir bien et en sécurité aussi, d'essayer d'interférer pour que les choses s'harmonisent. En sachant que toi justement tu disais que t'as ce truc assez naturel de t'intéresser aux gens, de sentir quand il y a une souffrance. T'as toujours été comme ça. T'en as parlé pour Gala. Je te connais, hein. Je vois ça. Non, mais c'est ce que t'as dit pour Gala. T'as dit petite et adolescente. Ce qui m'inquiétait profondément, c'était la façon dont les humains étaient traités par la société. Au début, mon engagement était plutôt social. Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est très, très axé écologie. C'est social, quoi qu'il. Donc aujourd'hui, tu vois, comme on disait, cette empathie envers les autres, tu l'as toujours, mais qu'est-ce qui fait justement que tu restes toujours connecté avec ton enfant intérieur? Qu'est-ce qui fait que ça s'est pas perdu dans le temps et que la Lucie empathique et soucieuse du bien-être des gens est toujours là, que tes épreuves, toute l'aigreur, la frustration que ça aurait pu engendrer n'ait pas pris le dessus et que tu sois toujours là et ouverte pour accueillir les autres personnes? Je sais, c'est dur comme question, mais ça se pose. Parce que tu peux vraiment devenir aigri et frustré à force de vivre des épreuves. Et on va y venir, t'en as vécu des très, très, très difficiles. Et pourtant, t'aimes toujours les gens? Ouais. Quoi? Qu'est-ce qui fait que t'as pas cédé à l'obscurité? Je sais pas. En fait, mes parents m'ont élevé dans une chose qu'ils m'ont transmise, c'est vraiment voir la beauté partout où elle se cache, partout. Et vraiment, c'est comme un jeu, quoi, une chasse au trésor. Ah, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Partout. Partout. Et puis j'ai eu une éducation judéo-chrétienne aussi,
voilà, qui fait que je suis très inspirée par le Nouveau Testament et le message de Jésus. Et et que voilà, cette combinaison-là peut-être fait que j'ai pas envie d'être cynique, j'ai pas envie de, en fait, si je vois la beauté, c'est aussi ce qui me fait tenir en vrai, tu vois, c'est ce qui me donne envie de vivre, c'est ce qui me fait sourire, me fait battre le cœur. Donc euh, si je vois plus la beauté, je sais pas pourquoi je vivrais en vrai. Donc je pense que c'est aussi un instinct de survie peut-être, tu vois, d'avoir besoin de voir ce qu'il y a de beau chez les gens et voilà. Mais c'est vrai qu'après quand tu vois, j'ai beaucoup de mal avec l'humanité et régulièrement je me dis mais qu'on disparaisse une bonne fois pour toutes et puis vraiment le vivant s'en sortira beaucoup mieux, vraiment. J'ai pas beaucoup de pitié pour l'humanité en elle-même. Mais par contre, dès que je rencontre un humain, une humaine, là, il y a quelque chose qui résonne très fort. Ouais, je te dis, c'est comme, c'est vraiment cette sensation d'être connecté à un seul corps. T'écoutes vraiment les gens, en fait. Tu t'intéresses vraiment à eux, c'est ça? Ben oui, les gens m'intéressent. Ah, Ouais. ça se sent. Bon, on va parler du coup des fameuses épreuves qu'on a évoquées tout à l'heure, avec ton accord, hein, bien sûr. On va revenir sur un témoignage très fort que tu as fait sur Insta, où tu as été ultra soutenu. Hein. C'est un post qui a été liké plus de 30 000 fois. C'était le 23 novembre 2019. Tu as témoigné des agressions sexuelles que tu as subies, qui ont commencé dès tes 6 ans. T'as pris la parole en soutien à la manifestation Nous Toutes, le hashtag Nous Toutes, et dans cette publication, tu dénonces une dizaine de situations. Alors, ça part de ce prof de piscine qui comparait ton corps avec celui de ta meilleure amie. On a aussi ce prof de techno qui vous bloquait dans le KGB, c'est hyper lunaire. Il y a ce prof de théâtre aussi qui tâtait tes seins. Dans l'audiovisuel, il y a aussi ce client d'une campagne de pub qui voulait t'embrasser de force et qui a fini par te virer parce que tu refusais ses avances. Et tu parles aussi de 2 viols que tu as subis, dont un par un petit ami qui t'a violé pour te punir parce qu'il pensait que tu l'avais trompé. Tu finis ta publication en disant: nous demandons le respect, la tranquillité, la vie. Nous voulons vivre dans un monde où nous aimons et respectons les hommes et jamais ne les craignons. Ce que je partage avec vous dans ce post est une partie de mon intimité, un extrait de qui je suis. Qu'est-ce qui t'a décidé? Je te vois ému, je te vois touchée. J'aimerais bien arrêter de craindre, ouais. Pourquoi t'en as parlé? Qu'est-ce qui a fait que tu t'as donné toute cette partie-là? Énormément de situations. T'as cité plus de 10 situations d'agression depuis tes 6 ans. Mais j'ai pas cité les plus horribles en plus. Elles sont déjà... les plus dures pour moi à surmonter, je suis encore en train de travailler dessus et donc je les ai pas citées. Je ne sais pour toi d'en parler? Je ne sais, en fait, sincèrement, je ne sais pas. C'est vraiment une force à l'intérieur de moi qui m'a poussée, vraiment. Il y avait vraiment ce truc de, je voyais les populations, les gens minimiser énormément le mouvement MeToo et la parole de ceux de celles notamment, qui essayaient de dénoncer, de faire changer les choses. Et cette minimisation pour moi était insupportable. Parce que même si je sais que j'ai un parcours vraiment compliqué en termes d'agression sexuelle et que tout le monde n'a pas vécu ça, je ne rencontre pas de femmes qui n'aient pas vécu des choses qui ne sont absolument pas normales en termes de domination sexuelle, on va dire. Et donc j'avais vraiment besoin que les gens prennent la mesure. Et donc de participer à ce qu'ils prennent la mesure, parce que je savais que c'est pas moi qui allais tout changer, mais au moins dire bah voilà, moi me too et voilà ce que je vous livre et c'est juste un échantillon. Et et en fait après j'ai découvert que j'avais eu ce déclic aussi parce que ça je pense que c'est mon inconscient vraiment qui a cherché à exprimer quelque chose parce que je m'étais fait violer à nouveau quelques semaines avant de faire ce post. Et j'étais dans un espèce de déni, dans le sens où je savais que c'était pas du tout normal ce qui s'était passé, que c'était grave, très grave. Mais j'étais dans une vraie confusion aussi, parce qu'il n'y avait pas eu notamment de violence. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose de mon inconscient qui a eu besoin de sortir quelque chose et d'amorcer le début d'un
Maintenant, on va se regarder en face et on va tout reprendre le fil et on va soigner ce qu'il y a à soigner et mettre des mots sur les choses, des mots précis. Ouais. Enfin, l'acceptation, c'est-à-dire la reconnaissance. Ouais, voilà. Je reconnais qu'il s'est passé ça. Et de mettre des vrais mots dessus. Et le mot viol, j'ai mis du temps à le mettre. Maintenant, j'ai absolument aucun doute. Mais c'est vrai que sur le moment, j'étais et puis surtout j'étais détruite parce que avec tout le passif que j'avais justement, je pensais que je ne pourrais pas à l'âge que j'avais, 34 ou 30, ouais, c'est ça, 33, 34. Je ne pensais pas que qu'il pourrait me réarriver ça encore. Vraiment. Et puis avec la notoriété, avec tout ça, je me sentais vraiment protégée, quoi. Je me suis dit, personne n'osera me faire un truc pareil. Sinon, c'est trop risqué. Je pensais que je n'étais plus vulnérable. Et en fait, je l'étais. Et donc voilà. Et j'ai décidé je pense que c'est mon inconscient qui a décidé pour ce poste de dire, c'était la dernière fois. Maintenant, alors la dernière fois, on ne sait pas, hein, je pourrais peut-être encore tomber, peut-être que je n'arriverai pas à me protéger à nouveau, encore une fois, mais en tout cas, c'est la dernière fois que je me dresse pas de toute mon âme contre ce qui se passe. T'as parlé du viol que t'as vécu, du coup, dont tu n'as pas parlé dans la publication, quelques semaines avant cette publication. Tu viens de dire que t'arrivais pas à réaliser que c'était un viol et que c'est le fait du mouvement Nous Toutes et de faire cette publication qui t'a fait prendre conscience. La situation de déni dans le cas d'un viol, c'est hyper fréquent. Le fait un peu du marchandage, de trouver des excuses, de se dire peut-être que j'ai mal compris, etc. Toi, qu'est-ce qui a fait que justement tu t'es dit, tu as réussi à mettre des mots, tu as réussi à l'accepter, tu as réussi à réaliser que tu avais vécu cette situation-là. Je pense que ça peut vraiment aider des personnes peut-être qui nous écoutent et qui sont dans ce flou où t'as été et peut-être pour se protéger aussi. Parce que parfois, comme tu dis, on se croit intouchable pour plein de raisons différentes et on se dit qu'en fait, c'est pas possible, ça peut pas être réel. Il y a deux choses, je dirais, l'extérieur et l'intérieur. Les autres, ça compte beaucoup. Moi, mon mari m'a vraiment dit, Lucie, c'est un viol. Ça, ce que tu décris, ça ne peut pas s'appeler autrement. Et il faut que tu arrives à dire ce mot. Et donc c'est vraiment lui qui m'a amené là. Et après, j'ai appelé des associations aussi, notamment violfemme.org, pour leur parler de mon histoire. Elles m'ont c'est une association super, ils m'ont écouté longuement, on s'est appelé plusieurs fois, ça a été vraiment une vraie aide pour moi. Ils m'ont montré non seulement que vraiment la qualification de viol était incontestable, mais qu'en plus, il y avait eu tout un processus de la part de l'auteur de ça, que c'était quelque chose qui était prémédité quelque part. Et ils m'ont montré en fait le fonctionnement. Et ils me l'ont montré en me posant des questions et en fonction des réponses que je leur donnais, ils disaient bah voilà, ça par exemple, ça fait partie du processus. Et en fait, donc c'était assez intéressant parce que c'est par un jeu de questions en fait où on se rend compte que bah oui, en fait complètement, qu'il y a vraiment un processus de prédation. Donc ça a été fondamental pour moi qu'il y ait des gens de l'extérieur qui m'aident à mettre les mots, qui m'écoutent et qui m'aident à y voir plus clair, aussi dans les mécanismes psychologiques qui se mettent en place. Et puis il y a le côté qu'est-ce qui m'a aidé à sortir du déni? Oui, c'est que je me suis posé la question en refaisant la scène 1000 fois. Je me posais la question, mais toi, si c'était l'inverse, comment aurais-tu réagi? En dehors de comment aurais-tu réagi, aurais-tu pu réagir de la façon dont il a réagi? Aurais-tu pu agir de cette façon-là?
Et la réponse est non à 1000%. À chaque fois. À chaque étape. Vraiment. C'est impossible. Si on est attentif au consentement, c'est impossible qu'il n'ait pas vu. Et c'est ce qui t'a fait justement prendre conscience tout ça en fait. Voilà. C'est l'entourage, ne plus te sentir seul, te sentir écouté, considéré. Ça t'a fait prendre conscience qu'en fait, c'est un viol. Ça m'a donné vraiment la force de regarder les choses avec un peu de distance, sans mettre trop d'émotions dedans. Et ça m'a donné aussi la force de me dire, et toi, qu'est-ce que t'aurais fait? Et de voir que non, on peut chercher des excuses aux gens, on peut se dire que oui, bien sûr, laisser le bénéfice du doute, bien sûr, au contraire. Je pense que les gens qui sont dans le déni sont souvent des gens qui ont une grande propension à laisser le bénéfice du doute et à se remettre en question. Et donc du coup, comme ils se remettent toujours en question, si l'autre affirme quelque chose en face, ils peuvent se dire ça, je dois me tromper. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Je me questionne en permanence. J'ai pas de certitude. Mais par contre, oui, ça m'a donné vraiment de la force aussi de changer les rôles et de me dire mais non mais. Je trouve ça incroyable parce qu'en fait, depuis 6 ans, t'as vécu toute forme d'agression sexuelle et aujourd'hui, t'es vraiment militante pour les femmes, contre la violence faite aux femmes. Tu prends la parole alors que t'as vécu des situations bouleversantes. Comment tu arrives à transformer tout ce que t'as vécu aujourd'hui en cette énergie folle que tu transmets aux autres personnes? Parce que ton post, je le dis, il a été hyper vu. T'as eu beaucoup de soutien, mais du coup, t'as aidé des gens grâce à ce post. T'as dû recevoir plein de témoignages, que ça soit en commentaire, en message. Énormément. Comment tu fais pour transformer ça et arriver justement à en faire une forme d'aide, de soutien aux autres? C'est comment on se reconstruit de cette façon-là avec autant de force après un viol? Plusieurs agressions. Je pense que c'est plusieurs choses aussi. C'est de l'instinct de survie. Parce que si en fait je ne sors pas ma parole, si je garde ce qui s'est passé, cette chose va me ronger, me brûler en fait, vraiment. Et donc la sortir permet quand même de faire qu'on se consume moins de l'intérieur. Il y a aussi cette notion d'avoir l'impression de faire partir d'un seul corps. Donc si moi, petite cellule d'un grand corps, j'ai vécu ça et que ça me fait vachement de mal et que j'ai beaucoup de mal à m'en remettre et à continuer à avancer, il faut quand même que je dise aux autres cellules qui ont vécu ça que ensemble on peut y arriver. Peut-être, en tout cas, on peut aller mieux. Et puis ce besoin que ça change, de voir les choses évoluer en fait, parce que moi c'est encore une fois ce besoin de sécurité. Pour l'instant, je ne me sens pas en sécurité dans cette société. Et absolument pas à cause de l'immigration, mais bien à cause de la façon dont on interagit les uns avec les autres et dont les institutions nous malmènent et l'exemple qu'ils nous montrent. Et je ne me sens pas en sécurité. Et pour pallier à ça, le fait d'agir encore une fois et de me connecter aux autres, me donne de l'espoir quant à un changement et donc me fait entrevoir un peu de sécurité. Bravo, vraiment bravo pour tous ces engagements-là, et on va passer du coup à un autre sujet qui est tes engagements politiques, notamment sur les réseaux. Donc pour les élections législatives cette année, tu t'es positionné en soutien à Jérémy Dauphin, qui est candidat du nouveau Front populaire dans la circonscription de Dinan dans les Côtes-d'Armor. Pour Ouest France, tu as justifié ce choix en disant que c'est, je cite, pour faire basculer l'Assemblée vers une majorité absolue du nouveau Front populaire qui défendra des mesures sociales, démocratiques et environnementales ambitieuses afin de répondre aux urgences qui abîment la vie et la confiance du peuple français. J'ai une grande question pour toi. Tu réponds quoi à tous ces gens qui disent que les personnalités publiques n'ont pas à s'engager sur les sujets politiques et que c'est pas ce qu'on attend d'eux? Parce que il y a une vraie remarque qu'on a beaucoup vu pendant les législatives où on a reproché à des gens de se positionner, on a reproché à des gens de ne pas se positionner. Et il y avait vraiment ce spectre qui planait de foutez-leur la paix, en fait, on n'attend pas ça d'eux, ils sont acteurs, ils sont chanteurs. Et toi, qu'est-ce que t'en dis de ça?
Alors bon, moi déjà, je pense que encore une fois, on vit tous sur la même planète, donc on est tous amenés à se mêler de ce qui s'y passe, de son environnement direct, voilà. Donc bon, premièrement, deuxièmement, on est censé être en démocratie, donc toute la population est censée pouvoir s'exprimer, donc et de façon publique, d'accord. Le vote est censé être euh, anonyme et en tout cas on est censé être discret sur notre vote, mais pas sur les idées, pas dans le débat. Et pour finir, alors en ce qui concerne les artistes particulièrement, mais moi je sais pas ce que c'est un artiste qui crée sans, enfin, on ne peut pas créer si on n'est pas connecté à son environnement. Et on prend ce qui nous environne et là on crée quelque chose. Mais donc un artiste qui ne se connecte pas à son environnement, qui ne se connecte pas à la situation géopolitique dans laquelle il vit, aux problématiques sociales, écologiques et tout ça, mais pour moi c'est pas un artiste. Enfin, je suis désolée, mais c'est quelqu'un qui a besoin de faire parler son ego et grandir son ego, mais c'est pas quelqu'un qui est connecté au reste du monde. Et c'est tout la magie de l'art. La magie de l'art, c'est d'être capable de faire réfléchir à un instant T où la personne va voir l'œuvre. Donc ça peut être, si c'est un tableau, ça peut être 1000 ans plus tard, peu importe, mais elle va voir une œuvre, la personne va voir une œuvre dans un contexte, et ça va créer des émotions et faire réfléchir. Et évidemment qu'on ne peut pas se défaire de ce qu'on vit au quotidien en tant qu'artiste, donc une œuvre est aussi à lire à l'aune du moment où elle a été créée. Pour toi, il y a un devoir, en tant qu'artiste, en tant que personne qui a de la visibilité, d'utiliser justement cette visibilité pour passer des messages avec un impact positif. Carrément. On parle de devoir. En fait, la notoriété accorde certains privilèges, et je pense que la moindre des choses, c'est d'assumer les devoirs qui incombent aussi à ces privilèges. Et dans les devoirs, il y a le fait de déjà de partager une certaine information, une certaine réalité des choses, et il y a aussi un grand devoir dans la parole qu'on exprime, parce que il y a une vraie responsabilité. En tout cas, on peut pas dire tout et n'importe quoi à partir du moment où notre parole est publique. Il faut faire vraiment attention aux mots qu'on utilise. Et d'ailleurs, je suis pas complètement fière de la façon dont je me suis exprimée contre Victoria Abril en décembre. Bon, c'est un autre sujet, mais je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, mais je regrette les mots que j'ai utilisés, parce que justement, j'estime que vraiment, quand on a une parole publique, c'est très important de mesurer, de choisir ses mots précisément pour que l'idée qu'on communique soit vraiment limpide. Et j'ai vu que tu avais fait plusieurs sorties publiques par rapport à cette affaire, justement pour dire que tu regrettais. Hein. Alors, je regrette pas. Alors, attention. Non, la façon. Je regrette la façon. Je regrette pas du tout de l'avoir fait. La façon dont tu l'avais fait, donc c'est important d'avoir cette capacité d'introspection, de se remettre en question. Et c'est ok, tu l'as fait, ta sortie publique, pour dire que tu regrettais la manière de le faire. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention justement à notre réactivité. Se positionner, c'est super important. Réagir systématiquement, non, je crois pas. Bon, là, en l'occurrence, je regrette pas du tout de l'avoir, même que ça soit fait comme ça s'est fait comme ça, parce que voilà, j'avais pas le message est moins bien passé, du coup. Voilà, le message est moins bien passé, exactement, mais néanmoins, ça m'a permis de voir quelque chose et sur lequel je suis en train de travailler. Et ce matin, j'étais avec mon avocate, on en parlait justement, et je lui ai proposé de travailler avec moi là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouve qu'il me manque vraiment un outil et un espace pour venir déposer des dysfonctionnements au sein d'un groupe, mais qui soit pas, en fait, en gros, nous, pour l'instant, quand il y a un problème, quand il y a une agression sexuelle ou je sais pas, des humiliations, du harcèlement, enfin, une agression, c'est soit la justice, soit on va porter plainte, et on se confronte à l'appareil judiciaire qui est énorme, très lourd et pas toujours efficace, voire qui peut faire mal. Soit on se tait. Et il y a pas d'entre-deux, il y a rien.
Il y a rien, on peut pas parler en fait. On peut pas et ça c'est un vrai problème parce que toutes les agressions ne méritent pas des grandes peines de prison, ne méritent pas des gros procès. Néanmoins, il faut pouvoir prévenir un groupe. Donc ça peut être au sein de d'une famille, ça peut être au sein d'une association, d'une entreprise, mais il faut que les collectifs puissent euh, euh, faire de la médiation, pouvoir dire voilà, cette personne m'a agressé, et que les gens le sachent, pas que ce soit dans le bureau du directeur et que vite ça se sache pas. Non, qu'on sache que cette personne a eu un comportement qui n'est absolument pas normal et adapté, que la personne qui a eu ce comportement puisse s'en expliquer aussi, quelque part qu'elle puisse aussi montrer ou pas, mais au moins que ce soit clair, une volonté de se prendre en main, de se soigner, de se réinsérer quelque part, ou de sortir du groupe parce que ne veut pas, mais que les choses soient claires et que les choses soient claires devant tout le monde. Pas, je suis pas pour le tribunal populaire et le lynchage, mais je suis pour la médiation, pour qu'on mette en place un outil de médiation de groupe puissant. C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est une façon différente de considérer les gens. C'est ce qu'ils recherchent principalement quand ils entament une démarche, quand ils sont victimes d'une situation, c'est de se sentir écoutés, considérés, compris. Et du coup, effectivement, on est dans des extrêmes. En proposition, on n'a pas d'intermédiaire. Non, pas du tout. Et on peut pas aller bien. Enfin, il y a trop de gens blessés, trop de gens en souffrance, trop de gens qui se taisent, trop de gens qui aussi se disent bah j'ai fait de la merde, mais maintenant en fait j'ai l'impression que je suis condamnée à vie et que je pourrai jamais plus rien faire. On a trop de tous ces profils-là et on peut pas fonctionner correctement. C'est impossible. Donc voilà, je pose ça là, je réfléchis. Et je pense que dans les tribus autochtones, il y a plein de choses, à mon avis, intéressantes. Donc là, je commence vraiment ma recherche maintenant, mais à voir. Au Rwanda, il y avait les Gachacha. Il y a toujours d'ailleurs, qui sont des tribunaux, oui, qu'on estime populaires, mais qui ont permis quand même à deux populations de pouvoir vivre ensemble alors que les traumatismes sont absolument gigantesques. Donc voilà, je pense qu'on pourrait s'inspirer de plusieurs méthodes et pour essayer d'en mettre une en place qui puisse aussi fonctionner en parallèle avec la justice même, enfin que la justice pourrait reconnaître comme une aide. Je sais pas. Super idée. Tant qu'à rester sur le sujet de dysfonctionnement, on va parler des dysfonctionnements dans le cinéma, dans l'audiovisuel, si tu veux bien. Et je vais revenir sur la cérémonie des Césars avec Judith Godrèche, qui a parlé d'un trafic illicite de jeunes filles couvert par le cinéma. On pense aussi à Adèle Haenel, qui a quitté la salle des Césars en 2020 quand Roman Polanski a reçu un prix, en sachant toutes les accusations d'agression sexuelle qui pèsent sur lui. Qu'est-ce qui, pour toi, explique que le cinéma soit aussi gangréné aujourd'hui ? Qu'est-ce qui explique à ce point-là que les femmes soient instrumentalisées depuis toute petite ? C'est hyper difficile de répondre. Mais tu vois, par exemple, dans le cinéma, on aurait besoin d'un endroit comme ça, d'un espace qui soit ouvert. Et on peut dire, parce que moi, par exemple, il y a un réalisateur qui, vraiment, au bout de 2 jours de travail, je me suis dit, mais il va me pousser au suicide. En fait, si je fais encore 5 semaines avec lui, c'est impossible, je vais pas pouvoir tenir. Pourquoi ? C'était que des humiliations, mais vraiment des humiliations énormes toute la journée, à tel point que certains techniciens voulaient plus venir tourner tellement ils étaient tellement ça les rendait malades de voir ça. Enfin, c'était vraiment horrible. Et par exemple, cette personne, j'ai autre chose à faire que porter plainte contre lui. En revanche, j'aimerais bien que les autres acteurs et actrices du milieu sachent à qui ils vont avoir affaire, en fait, et que aussi potentiellement le CNC et tout ça qui finance ce genre de personnes soient au courant de qui ils financent. Donc voilà, encore une fois, on manque vraiment d'un espace pour pouvoir déposer ça. Je pense que le gros tu vois, peut-être que le cinéma c'est un concentré de notre société. L'autre jour, j'expliquais à mes enfants que notre société, elle était très très forte pour mettre un joli coup de peinture sur tout ce qui allait être plus moche, pour te faire croire que tout est beau, nickel et tout, et en fait dès que tu grattes, c'est horrible. Et le cinéma, c'est peut-être un peu ça. C'est par essence un milieu dans lequel on développe le rêve,
le rêve, le fantasme, l'utopie, la dystopie. Et donc déjà, la frontière entre réalité et fiction est floue, souvent. Donc je pense qu'en fait, ce qui s'est passé dans ce milieu-là se passe dans tous les milieux, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, ça a été poussé très très loin dans le milieu de l'audiovisuel, parce qu'il y avait des moyens, il y avait vraiment un problème de hiérarchie aussi, des gens qui ont beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence, il y a beaucoup d'argent. Puis de l'autre côté, voilà, encore une fois, hein, par exemple, dans l'affaire de Pardieu, c'est pas Carole Bouquet qui se plaint des comportements de Pardieu. Voilà, c'est les prédateurs s'attaquent, choisissent en général des proies qui ont une vraie vulnérabilité. Donc, et puis que, alors dans le cinéma, tout marche par réseau. Il faut se faire du réseau pour pouvoir pour être sûr d'avoir du travail régulièrement. Il faut s'entendre super bien avec plein de gens. Et puis donc on s'appelle pour dire tu peux venir sur ce tournage, ouais machin. Et donc on a extrêmement peur de dénoncer quoi que ce soit, mais pas que les violences sexuelles. Tout. Par exemple, moi je peux te dire que les régisseurs sur un plateau de cinéma, ils sont payés 1 600 € brut pour faire 80 heures par semaine. C'est de l'esclavage. Et c'est vraiment c'est hyper choquant. Et comment ils peuvent se défendre puisque c'est leur employeur direct, c'est la production, donc c'est eux qui gèrent l'argent. Donc en fait, si tu te plains, bah tu risques de jamais retravailler. Et en fait, cette épée de Damoclès là, de dire si tu parles, tu travailles plus, t'es exclu du groupe et tu travailles plus, bah ça a suffi à. Et puis encore une fois, ça a suffi à ce que les gens ne parlent pas. Et pourquoi il y a eu autant d'abus? Parce qu'il y avait beaucoup de privilèges. Et que en fait, plus les gens sont privilégiés, plus ils deviennent hors sol et moins ils se rendent compte des limites, hein, je pense aussi. Mais en fait, c'est la peur qui crée ce silence. C'est les gens ont peur des représailles, donc complètement. Et puis il y a cette culture. On ne dénonce pas la délation, oui. le collabo, le machin. Et je comprends très bien. Parce que évidemment le tribunal populaire, le machin, enfin voilà, les femmes tondues dans la rue après la Deuxième Guerre mondiale, l'horreur, tous ces gens qui ont été dénoncés par leurs voisins pour que leurs voisins récupèrent leurs biens et tout ça, l'horreur évidemment, et que ça il faut absolument se préserver de ça, mais pas au prix de ne plus rien pouvoir dire et subir sans broncher quoi. Mais Lucie, pour finir, je veux te faire réagir à une phrase hyper positive qu'a dit Judith Godrèche, justement, pour finir sur une note super pleine d'espoir. Elle a dit une phrase hyper forte pendant son discours au César. Méfiez-vous des petites filles. Tu vois où je vais en venir. Elles touchent le fond de la piscine, elles se cognent, elles se blessent, mais elles finissent toujours par rebondir. Ça te parle? Ouais, ça me parle, ça me parle beaucoup, ouais. C'est Là, je te sens émue. Ouais, hyper, parce que j'étais tellement fâchée enfant d'être une petite fille. Tu peux pas savoir. Ben, parce que je subissais déjà beaucoup de. Moi, j'ai vécu vraiment un harcèlement sexuel en maternelle, en fait, pendant des années de la moyenne section au CE1. C'est quand tu jouais au foot. Notamment, ouais. Dans ton post-stade 2019. Ouais. Tu te faisais bloquer par des petits garçons en toilette qui voulaient t'embrasser deux fois. Ouais, il y avait une bande de garçons dans ma classe qui me harcelaient. Mais vraiment, tu vois, je dînais avec mon frère avant-hier et il me disait, je me souviens quand il t'attachait sur la barrière et qu'il disait, Lou, regarde ce qu'on va faire à ta sœur. C'était chaud. Et j'avais vraiment la boule au ventre, mais une boule au ventre horrible tous les jours. Et en fait, ça, je me rends compte que ça fait beaucoup de mal aussi. Tu vois, il y a les actes isolés, puis quand c'est sur le plan du harcèlement, c'est très très compliqué de se relever et de sortir du côté survie. Mais bon. Donc j'étais très en colère et je pense qu'instinctivement aussi, enfin, je devais percevoir que il y avait beaucoup d'injustice entre les femmes et les hommes, qu'il y avait vraiment un truc qui allait pas et donc mais j'étais très 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 en colère d'être une fille, vraiment tout le temps je me disais mais pourquoi je suis une fille et tu te sentais plus vulnérable? Ah mais infiniment plus vulnérable en étant fille, vraiment. Et donc oui, ça me touche parce que méfiez-vous des petites filles parce que
justement, on s'attaque aux petites filles parce qu'on pense que il n'y a pas plus vulnérable. Et heureusement, sur le moment, c'est peut-être vrai, mais après, heureusement, on arrive à, souvent, pas toujours, mais à trouver une force qui fait qu'on va rebondir. Et que ça peut faire mal. J'adore. On finit sur des mots hyper inspirants. Merci beaucoup, ma Lucie, pour toute l'inspiration que tu viens de donner, pour tous tes engagements au quotidien, pour ta force commensurable. Merci à toi, Et Dorit. ta capacité à rester humaine, empathique et tournée vers l'autre et hyper altruiste, sans ego. Voilà, malgré toutes les épreuves de la vie, t'es vraiment hyper inspirante. T'es un modèle de résilience. Et c'est hyper sincère, donc merci pour tout ce que tu représentes, vraiment. Bah, c'est trop d'honneur, mais merci à toi. Et c'était hyper agréable et c'est chouette de pouvoir parler librement aussi et de se laisser porter par la conversation. C'est trop bien. Bah, trop bien. On se fait un check de fin? Ouais, grave. Hey! T'es trop adorable.